Aujourd'hui, on va parler de blockchain. Je vais commencer par une question. Qui sait ce que c'est la blockchain? J'étais donc à Paris me former à la blockchain. J'étais très très malheureuse parce que c'était des cours qui étaient donnés par des développeurs. Je vais vous parler des enjeux de la technologie sur vos vies. Aujourd'hui, on va parler de blockchain et c'est Claudia Lema qui va nous en parler. Merci à Malte. Pour ceux qui ne connaissent pas Malte est une super plateforme pour mettre en relation les entreprises et les freelances. Et je pense que c'est amené à grandir très fortement. Ils sont arrivés aujourd'hui en Belgique et en plus de ça, ils ont décidé de soutenir le Café Numérique, donc ça c'est cool. Merci évidemment à la Grande Poste, merci à Lynn, merci à Jérôme. On est très content d'être ici. Un grand merci à eux. Je vais commencer par une question. Qui sait ce que c'est la blockchain? Qui a de la crypto? Qui a acheté des NFT? Ok. Qui croit que la blockchain va changer le monde? Vous serez plus nombreux à la fin de la présentation. J'étais directrice d'un groupe de presse jusqu'au jour où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Ça n'a pas beaucoup de sens. Je fais exactement ce que les annonceurs me demandent de faire. Et je suis une vendue. Donc je vais changer de métier. Merci le Covid. Donc à 52 ans, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est la technologie, mais pas la technologie pour la technologie, c'est la technologie, comment elle va impacter les gens, les métiers, les comportements des gens au quotidien, et donc la société. Comment elle va impacter le business, l'environnement, le social, les gens du monde entier. Donc la technologie, ce n'est que l'excuse pour trouver du sens à mon côté altruiste. Et je me suis dit, quel est le prolongement naturel de mon expertise digitale? Eh bien, la blockchain était le prolongement de l'expertise digitale. Et donc, je suis allée donc, me former, j'étais donc à Paris me former à la blockchain. J'étais très très malheureuse parce que c'était des cours qui étaient donnés par des développeurs, donc ma formation ne rentrait pas, en fait. Ils parlaient un langage qui me... moi, j'ai un cerveau qui fait des liens et ça ne marchait pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement des blocs, je ne vais pas vous parler technique, je vais vous parler des enjeux de la technologie sur vos vies. Donc nous avons, mon associé et moi, monté un podcast qui s'appelle NFT Business, qui parle de tout l'écosystème Web3, et qui, là où on a la chance d'interviewer des gens, des makers, ceux qui construisent l'écosystème de Web3. Alors, est-ce que vous vous souvenez, vous étiez il y a 14 ans, quand Mark Zuckerberg a annoncé que son réseau de communication extra-universitaire allait s'ouvrir au grand public. Qui se souvient où vous étiez et ce qu'on faisait sur le web à cette époque-là? Donc, si vous vous souvenez, à cette époque-là, on avait des adresses mail au bureau, on n'avait pas d'ordinateur portable à la maison, on n'avait pas de smartphone, on rentrait à la maison, on avait un bureau, un ordinateur fixe, une grosse tour, et quand on allait prendre ses mails, c'était un moment dans la journée. On s'asseyait, on appuyait sur le gros bouton, ça tournait, on attendait et ça se connectait. Et on allait chercher des mails. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de combien la moyenne de connexion par jour du français, donc du belge aussi? Est-ce que vous avez une idée de combien de fois le français se connecte par jour sur son iPhone? 60 fois. Pour vous dire qu'en 14 ans, la technologie a vraiment impacté nos comportements. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'on disait quand Mark Zuckerberg a lancé Facebook? Oh, c'est fini, on n'aura plus d'amis. Ok, on est pourtant là aujourd'hui en physique. Et voilà, demain manger un dîner, j'ai des vrais amis et j'imagine que vous aussi. Ok? Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire qu'entre les années 90, où on avait un petit smartphone, un petit Nokia avec de la 2G, et aujourd'hui, un smartphone qui mesure nos palpitations cardiaques, nos taux de glycémie, le nombre de pas qu'on marche, qui gère la moitié de notre vie, eh bien il y a une grosse dizaine d'années. Et en fait, on trouve ça tout à fait normal aujourd'hui d'avoir des voitures autonomes, des montres connectées, des casques Oculus. Nos enfants aujourd'hui, les ventes des casques Oculus à Noël a explosé, et personne ne s'étonne. Qu'est-ce que je veux vous dire? La technologie, en fait, elle ne transforme pas la société en un jour. Elle la transforme un petit peu tous les jours.
Et quand les réseaux sociaux sont arrivés, il y a eu beaucoup de gens réfractaires qui se sont dit « Ah non, même pas moi, ah non, même pas moi ». Et pourtant, 12 ans plus tard, 15 ans plus tard, qu'ils le veuillent ou non, ça a impacté leur vie, leur façon de communiquer, leur façon de consommer, leur façon de voyager, leur façon d'étudier, leur façon de vivre. Donc la technologie, en fait, on ne se lève pas le matin en disant « Super, vive le changement, je suis trop content, je vais devoir changer ma façon de travailler ». Personne ne se lève en se disant « Je suis content du changement ». On est tous un peu réfractaires. Mais aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'on peut encore se permettre d'être réfractaire à l'évolution de la technologie? Parce que la technologie, elle fait et elle devient ce qu'on en fait. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que la technologie de la blockchain, on est au tout début. On est comme si on était en 2004, on c'était quoi Zuckerberg, il y a 14 ans, avec le web. Donc tous les usages sont à construire. Et donc c'est vos enfants qui vont prendre cette technologie en main. Et vous, en tant que parents, eh bien, comment allez-vous accompagner vos enfants sur le monde et sur la technologie avec laquelle ils vont vivre? Donc, la blockchain, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une technologie qui existe depuis plusieurs années, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis la crise Covid, on ne voit que ça partout. Blockchain, Bitcoin, NFT, blockchain, Bitcoin, NFT, dans toute la presse. Avec de la presse pro et de la presse compte. Bon, alors en général, la presse traditionnelle compte. Okay, quand on veut avoir des vraies infos là-dessus, on ne lit pas la presse classique. Il y a des journalistes dans la salle? Je surveille mon propos. Donc, ça ne sort pas dans le chapeau. Okay, c'est 40 ans de recherche fondamentale, cryptographique, mathématique, philosophique, monétaire. C'est comme une espèce de grosse lasagne, avec des couches qu'on superpose de technologie. Et puis plus on avance, plus ces couches de technologie se superposent, se complémentent, et à un moment donné, il y a quelque chose qui est possible, et on va y arriver. Alors, qui a inventé la blockchain? Eh bien, un certain monsieur, alors je dis monsieur, mais j'aime à croire que c'est peut-être une femme, c'est peut-être aussi un groupe d'hommes et de femmes, on ne sait pas en tout cas, il est complètement mystifié parce qu'il a disparu derrière son œuvre. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'appelle Satoshi Nakamoto. Okay, c'est un pseudonyme, et il y a des gens qui depuis 13 ans cherchent le Satoshi Nakamoto, et personne ne sait où il est. Il a créé une œuvre, un code parfait, qui tourne à la perfection depuis 13 ans, non-stop, 24 heures sur 24, qui est le code le plus attaqué du monde par les États, les hackers, le système bancaire, le lobbying, l'Europe. Et ce code résiste à toutes les attaques. C'est un code qui se veut parfait et qui se veut décentralisé. Je vais vous expliquer ce que c'est. Je vous invite d'ailleurs à voir cette série sur Arte qui est très bien faite, comme une série Netflix. Je crois que c'est 6 épisodes, c'est la création de Bitcoin. Très très bien fait, franchement. Donc, Satoshi Nakamoto, il a travaillé pendant des années sur... Vous savez, quand vous lancez aujourd'hui un business, qu'est-ce que vous faites? Un business plan, ok, un business model. Eh bien, lui, il a travaillé son business model. Tiens, qu'est-ce que ça va être, mon projet? Qu'est-ce que dit son projet? Alors, le pilier de son projet, c'est qu'en fait, il va créer une monnaie alternative, qui est une monnaie digitale, qui est une alternative à la monnaie traditionnelle. Si ce n'est que la monnaie traditionnelle, si vous regardez le cours, la valeur de l'euro, si vous regardez sur Internet, vous tapez valeur de l'euro sur le siècle dernier ou valeur du dollar, vous allez voir qu'en fait, la courbe est descendante. Pourquoi? Parce que à chaque grande crise, les États ont imprimé des billets. Et donc, évidemment, plus il y en a en circulation, moins ça a de la valeur. Et donc, en fait, lui s'est dit, moi, je veux une monnaie qui est un rempart à l'inflation. Donc, je veux une monnaie qui est déflationniste. Une monnaie qui ne perdra jamais de sa valeur. Elle ne gagnera peut-être jamais en valeur si ma monnaie n'est pas adaptée, mais elle n'en perdra jamais. Pourquoi? Parce que le nombre de monnaies dès le départ est fixé. Et il est fixé à combien? Il est fixé à 21 millions. Donc il y a 21 millions de bitcoins et il n'y en aura jamais un de plus. Okay, l'avantage du bitcoin, c'est qu'en fait, il est divisible en 9 chiffres derrière le 0. Donc vous pouvez compter, il y en a 9. On vous dit pourquoi elle me raconte ça? Eh bien, vous allez voir plus loin que je vais vous parler de l'impact du bitcoin de façon planétaire.
vous allez voir que où qu'on soit sur la planète, on n'a pas les mêmes besoins. Nous ici, nous sommes bancarisés, sécurisés, et évidemment, quand on boit du champagne, on cause du bitcoin, c'est bien, c'est pas bien. Quand on est à l'autre bout de l'Afrique, et qu'on doit se battre pour sa survie, le micro-paiement est peut-être la chose qui va me sauver la vie. Quand je suis une femme afghane, que je n'ai pas d'argent, mais que le micro-paiement est ce qui me fera passer de l'autre côté de la frontière, ou pas, me fera acheter quelque chose, me fera échanger quelque chose, le micro-paiement, ça sauve la vie de certaines personnes. Alors pour nous, Européens, micro-paiement, on se dit, enfin, je vais faire du micro-paiement. Moi, quand j'ai du micro-argent, je l'investis en bitcoin, comme ça, avec des applications, maintenant je vous expliquerai ça aussi. Mais en quoi est-ce que c'est vraiment si important? Mais où qu'on soit dans le monde, les besoins ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Okay. Alors, Satoshi, c'est un cryptographe, on croit, que c'est un cryptographe, et donc ça fait des années qu'il travaille, il fait des recherches, ils sont un groupe de ce qu'on appelle les bitcoiners maximalistes, ils s'échangent de la donnée, de l'information, ils ont créé une newsletter, un média, et donc ça cherche. Et puis qu'est-ce qui se passe? En 2008, qui sait ce qui se passe en 2008? La crise des subprimes. J'imagine que vous vous souvenez de ces images. Les Grecs qui font la file et qui ne peuvent pas retirer leur argent. La bourse qui s'écroule avec le scandale de la Fortis. C'est Fortis? Les maisons aux États-Unis qui sont saisies avec les gens qui sont dans la rue. L'Europe qui vous dit, vous avez travaillé toute votre vie, c'est super, mais en cas de crise, en cas de conflit, vous êtes assuré à 100 000 €. Et qui sait aujourd'hui si demain il y a une crise, est-ce que nous sommes vraiment tous assurés? Donc, qu'est-ce qui se passe en 2008? Une énorme défaillance de confiance. Et vous allez voir que ce mot défaillance de confiance, il va revenir souvent dans mon discours. Et je vais souvent faire le parallèle entre 2008 et aujourd'hui ce qui se passe. Alors, je ne sais pas quels sont vos profils, mais ce soir, quand vous coucherez dans le lit, vous poserez la question, est-ce que j'ai vraiment confiance aujourd'hui, post-Covid, dans l'Europe, les États, Macron, ma banque, mon assurance vie? Est-ce que tous ces tiers de confiance me racontent la vérité? Est-ce que je peux encore avoir confiance? Parce que la confiance, c'est le ciment de la société. C'est le ciment d'un couple. C'est le ciment d'une amitié. C'est le ciment d'une relation professionnelle. La confiance, c'est le ciment de vos vies. Et s'il y avait une énorme défaillance de confiance en 2008, aujourd'hui, qu'on le reconnaisse ou non, qu'on l'assume socialement ou pas, il y a une énorme défaillance de confiance. Et encore, nous sommes des adultes construits, avec une pensée construite. Demain, quand vous rentrerez chez vous, parlez à vos enfants, mais parlez-leur différemment. Parlez-leur de la confiance. Est-ce qu'eux, ils ont confiance dans le monde dans lequel ils vont vivre? Je vais vous en parler après, j'ai quelques slides. En général, après, les gens me détestent, mais c'est pas grave. Je le dis pas vrai. Donc Satoshi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit 2008, ah non mais ça suffit. On va arrêter de nous prendre pour le dindon de la farce. Les États ont fait n'importe quoi avec notre argent, et en plus, c'est avec notre argent qu'ils vont récupérer les erreurs qu'ils ont faites. C'est fini. Je n'ai plus confiance dans les États, dans le système étatique, les banques, etc. Et donc, moi, j'ai une solution qui est le Bitcoin. Et je vais créer une monnaie alternative qui sera la monnaie du peuple. Chacun pourra s'en emparer. Chacun aura la liberté de décider s'il veut mettre son argent dans un système centralisé, contrôlé, mais inflationniste, ou un système décentralisé, déflationniste. Je vous laisse méditer ça. Un système centralisé, inflationniste, ou un système décentralisé, déflationniste. Et ce soir dans votre vie, vous penserez à moi. Où voulez-vous placer votre argent? Sur une monnaie qu'on vous vend comme stable, on vous dit que l'euro est stable. Alors, petit exercice. En iPhone, ça coûtait combien il y a quelques mois? Ça coûte combien aujourd'hui? Par rapport au dollar. Faites l'exercice. La valeur de l'euro par rapport au dollar. Ça aussi, c'est 2 heures, j'ai pas le temps. Mais moi, ce que je fais aujourd'hui, je mets des petites graines, ok? Et après, si vous voulez, vous allez cultiver ça. Donc, on vous vend une monnaie
stable, l'euro, le dollar, mais elle est inflationniste. Et puis vous avez le Bitcoin qui lui est très instable. Ça descend, ça monte, ça descend, et quand on dézoome et qu'on arrête de regarder ce qui se passe aujourd'hui, on dézoome, qu'est-ce qui se passe sur 13 ans? Elle est la valeur est en augmentation constante avec beaucoup d'instabilité. Donc elle est instable, mais inflationniste. Quand vous en avez marre, vous quittez. Donc Satoshi dit maintenant j'en ai marre, moi je vais mettre à disposition mon code, il est parfait. C'est la monnaie qui va venir en alternative à la monnaie centralisée. Et c'est une monnaie, j'ai oublié de dire, pire à pire. Donc particulier à particulier. Je t'envoie Bitcoin, je décide, je vais sur mon wallet, je t'envoie. Il n'y a personne qui va décider si je peux ou si je ne peux pas. Bien sûr, le code va vérifier si j'ai bien ce Bitcoin et si tu as bien une adresse pour le réceptionner. Bien sûr, il y a de la techno derrière. Mais personne ne dira non. Il n'y aura pas de banque qui dira, alors moi je suis en France, au Crédit Agricole, j'ai envie de me suicider. Donc quand je suis en Belgique, je veux faire un virement en Belgique, je dois demander, donc je dois faire un mail à ma banquière pour faire valider le numéro belge. Et puis elle m'appelle pour vérifier si c'est bien moi qui ai envoyé le mail. Je dis oui, et puis elle me dit ok, je vais valider le nouveau compte en banque et le virement sera fait dans 3 jours. Allô? Donc moi quand je fais les manucures à 35 €, aujourd'hui je paye la brésilienne en Bitcoin. Parce que quand je la paye, c'est instantané. Il n'y a pas de frais et il n'y a personne pour m'appeler, pour me demander d'envoyer un mail, comme si j'avais que ça à faire, franchement. Dans quel monde vit-on? Ok, le temps c'est de l'argent. Donc, qu'est-ce que c'est la blockchain? Alors je l'ai mis. Voilà, c'est une technologie qui permet de stocker, de transmettre des informations de manière transparente, sécurisée, sans rien de contrôle, sans tiers de confiance. Donc ça, en gros, c'est ce que je vous ai dit, de pire à pire. Une fois que la transaction est faite, il n'y a personne qui va venir. Tu pourras enlever cette donnée, c'est transparent, c'est accessible à tous. C'est une phrase un peu bidon, mais je vais vous expliquer tout ça. Ok? Donc, vous imaginez qu'en fait, c'est un énorme tableau Excel. Je t'envoie un Bitcoin, je le mets dans le tableau Excel. Si ce n'est que dans une comptabilité classique, si je veux, je peux dire, je dis qu'en fait, je ne vais pas venir du que j'en ai 2, comme ça, elle est redevable de 2. Je peux un peu traficoter. Et puis, il n'y a que moi, c'est centralisé, il n'y a que moi qui ai accès à cette donnée. Eh bien, imaginez que quand je lui envoie un Bitcoin, la transaction est mise dans un tableau Excel, et que ce tableau Excel, il est répliqué à l'infini. Chez des milliers de personnes qui ne se font pas confiance. Parce que le principe, c'est la confiance, elle existe. Elle existe. La confiance, elle est dans le code. Elle n'est pas dans l'homme. L'homme est défaillant. L'homme, s'il a un peu de pouvoir, il y a forcément de l'abus de pouvoir. Donc il dit c'est Satoshi. Donc il dit on va enlever la problématique de la confiance dans les hommes. La confiance, c'est le code. Et le code, il fonctionne parfaitement, il est parfait. Donc les hommes, ils utilisent le code, mais ils ne se font pas confiance. Donc moi, j'ai fait une transaction, toi tu es le validateur à gauche, toi tu es le validateur à droite. Et toi tu ne fais absolument pas confiance et tu n'as absolument pas intérêt à ce que le Bitcoin perde sa valeur. Donc tu vérifies ma transaction. Et celui d'après, il n'a absolument pas envie que je corrompe le truc, donc il va vérifier. Et donc tout le monde vérifie tout le temps. Ok? Et ça, sur des milliers de validateurs sur le réseau. Ça donne un système décentralisé. Le pouvoir n'est plus dans une institution qui décide si oui ou non on peut faire le virement, il est dans peer-to-peer. Le particulier décide de faire son virement, et puis la transaction, par capillarité, est envoyée par preuve chez tous les validateurs. Et donc ça rend évidemment l'information infalsifiable, puisque si je veux corrompre un dossier Excel, je dois les corrompre les milliers de personnes qui ont validé le tableau Excel. Autant vous dire que ça va, c'est pas possible. Et encore sur ce slide, celui d'avant, je peux parler 2 heures parce que c'est le principe de la validation. C'est très complexe, mais j'ai mal. Donc, système centralisé, système décentralisé. Système centralisé, je lui envoie 5 €. Je prends une application bancaire, je ne suis jamais en contact direct avec elle. J'envoie une information à ma banque, qui envoie une information à la banque de qui? Tu t'appelles comment? De Florine, et la banque envoie à Florine. Et tout ça prend 4 jours. Enfin, 24 heures dans le meilleur des cas. Système centralisé. Système décentralisé, j'envoie directement. Et l'information par capillarité est imprimée sur tous les registres du réseau.
Ok. Les avantages de tout ça, c'est infalsifiable et c'est résistant à la censure. Alors vous allez me dire, enfin on a Liège, si résistant à la censure, qui va me censurer? Encore une fois, je vous reprends l'exemple de la dame qui est à l'autre bout du monde, qui est censurée elle. Eh bien, peut-être qu'elle n'a pas envie d'être censurée, son information. Donc on a tous accès à la libre circulation de la monnaie, mais pas partout dans le monde. Donc, résistant à la censure, horodatée, okay, transparente, forcément, l'information est partout. Indélébile, ben oui, si vous voulez enlever l'information sur un tableau, sur un registre, vous devez l'enlever partout, bonne chance. Traçable, alors ça c'est l'argument pour vos dîners mondains. Quand il y en a un qui vous dit non, mais le bitcoin c'est pour blanchir de l'argent. Alors, oui, bien sûr, il y a des gens qui ont blanchi de l'argent. Parce qu'il y a 13 ans, c'était un peu rock'n'roll, c'était un peu nouveau, c'était un peu n'importe quoi. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, si vous avez envie de blanchir de l'argent, la blockchain c'est le meilleur moyen de vous faire prendre. Parce que tout est transparent et tout est traçable. Donc aujourd'hui, le fisc, qu'est-ce qu'il fait? Il traque tous les gens qui ont blanchi de l'argent il y a 10 ans. Puisqu'en fait, c'est indélébile. L'information, elle est là. Et donc, elle est trouvable. Donc, forcément, c'est le dernier endroit où il faut aller magouiller. Elle est accessible à tous, elle est sécurisée, elle est sécurisée. Alors, vous allez me dire, c'est fantastique, moi aussi je vais venir le Bitcoin, puisqu'en fait, l'idée, c'est les mineurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils valident des transactions. Toutes les 10 minutes, ils valident des transactions. Les transactions rentrent dans un bloc, et toutes les 10 minutes, il y a un bloc qui est scellé, qui est validé. Et toutes les 10 minutes, il y a une énorme énigme cryptographique. C'est pour ça qu'on va aussi vous dire, le Bitcoin, ça, c'est mauvais pour l'environnement. Je vous invite à écouter le podcast avec Richard Descamps et Sébastien Gouspin, qui sont des mineurs de Bitcoin, ils parlent de l'enjeu de l'électricité de façon holistique, donc et donc, l'idée, c'est si j'arrive à gagner l'énigme cryptographique au moment où le bloc est scellé, parce que j'ai trouvé l'énigme cryptographique, alors je suis payé en Bitcoin. Okay, donc toutes les 10 minutes, il y a un validateur qui gagne du Bitcoin. Et tous les 4 ans, ça s'appelle le halving, la récompense en Bitcoin est coupée en deux, puisqu'en fait la valeur augmente. Ça aussi c'est un peu technique, donc je vais essayer de ne pas vous parler trop technique. Okay. Retenez que quand vous arrivez à valider un bloc en tant que mineur, vous gagnez des bitcoins. Donc eux, ils ont intérêt à quoi? Parce que le bitcoin va très très cher. Donc ça veut dire quoi? Ils ont intérêt à ce que la confiance reste le ciment de ce code. Et ils ont intérêt aussi à ce que l'électricité coûte moins cher, parce qu'évidemment, ça pompe beaucoup d'électricité. Donc pour ceux qui se disent « je voudrais miner du bitcoin dans mon salon », vous allez être en compétition avec ce genre de fermes de minage. Donc je ne vous conseille pas, parce que ces fermes de minage, elles sont souvent mises dans les pays en voie de sous-développement, là où il y a des extra-capacités en électricité. Donc évidemment, ici, l'électricité coûte trop cher. Voilà, ce sont des industries qui sont agiles et mobiles et qui bougent en fonction des législations et du prix de l'électricité. Donc ils vont là où l'électricité est le moins chère. Un jour au Kazakhstan, un jour en Suède, un jour en Centrafrique. Alors, l'impact de tout ça, ben vous voyez qu'en fait, c'est dans les pays sous-développés ou dans les pays où il y a une dictature que le Bitcoin est le plus adopté. C'est pas anodin. On dit que le Bitcoin, c'est l'argent des opprimés. Parce qu'en fait, c'est l'argent de la liberté, puisqu'il n'y a pas de contrôle d'organe central. C'est l'argent de la liberté. Moi, j'ai rencontré un monsieur voilà, on discute avec un type là, et il a un accent un peu bizarre, je lui demande d'où il vient, il me dit « Ah, je suis ukrainien ». Et la guerre vient d'éclater 2 mois avant. « Ah, je suis ukrainien, mais tu es là depuis quand ?» En me disant, en fait, il est né à Paris, et il me dit « Mais je suis arrivé, là, je viens d'arriver. » Donc j'étais un peu... Je ne savais pas si je devais le croire. Et puis il m'explique son histoire. Il me dit « Ben voilà, moi, j'ai pu quitter mon pays. » Donc mon compte en banque a été fermé. J'ai pu quitter mon pays. J'ai pris ma femme et ma petite fille, et j'ai pu quitter le pays parce que j'avais du Bitcoin. Donc il dit, aujourd'hui, je suis en sécurité parce que j'avais de la crypto. Je veux dire que ça m'a un peu... je me suis dit, on n'a pas tous la même vie, et je me suis sentie un peu mal, moi, d'utiliser du Bitcoin en espérant un jour devenir riche. Finalement, mon heureux, c'est un peu ça. Donc,
Donc, évidemment, voilà, donc, ça vous permet effectivement, comme en Ukraine, de pouvoir quitter votre pays. C'est l'argent de la liberté. Par exemple, au Centrafrique, vous allez comprendre que c'est très utilisé. Pourquoi? Alors, au Centrafrique, la monnaie locale, enfin la monnaie, est contrôlée par la France. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle délivre de la monnaie, mais pas de petite monnaie. Donc, c'est comme si vous alliez chercher un pain, vous allez chercher un pain, et en fait, vous n'avez pas de monnaie, vous avez un billet de 500. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le boulanger me dit, je prends ton billet de 500, et qu'est-ce que je fais? Je te fais un petit papier de reconnaissance de dette, et tu as droit à 450 pains sur l'année. Et donc, vous repartez avec votre pain et votre petit papier. Et donc, on dit que dans ces pays, la deuxième monnaie officielle, c'est la monnaie des petits papiers. Il y en a une troisième dont je vais parler. Parce que les gens sont résilients quand ils sont en survie. Et donc, qu'est-ce que les gens font? Eh bien, ils s'échangent les petits papiers. Et en fait, la monnaie qui circule, c'est la monnaie des petits papiers. Et donc, en revanche, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a 13% des gens qui sont électrifiés en Centrafrique. Mais ils ont tous un iPhone. Ils ont tous un smartphone. Et vous les voyez dans la rue sur des petits tabourets, il y a des fils électriques qui descendent dans des petites épiceries et ils chargent leur téléphone. Parce que la deuxième monnaie, enfin la troisième monnaie, puisque la première c'est le CFA, la deuxième c'est les petits papiers, la troisième c'est quoi? Ils se sont rendus compte qu'en fait, comme il n'y a pas de monnaie liquide, et que pour acheter des fruits et ce dont on a besoin tous les jours, il faut de la petite monnaie, ils se sont rendus compte que quand ils allaient chez Orange, ils achètent une carte de téléphone, de crédit téléphone, ils achètent pour 50 € par exemple, de carte crédit, ils utilisent 5 € ou 3 €, et puis ils ramènent la carte, et qu'est-ce que fait Orange? Elle fait la banque, elle rend la petite monnaie. Et donc on se rend compte là que le business model d'Orange, alors c'est très marrant parce que nous on a essayé d'interviewer le Head of Innovation d'Orange à Paris qui n'a pas voulu venir sur le podcast, parce qu'on voulait lui parler de ça, la transformation du modèle de Orange dans les pays en voie de sous-développement. Dans un acteur télécom, il joue le rôle d'une banque, avec beaucoup de conscience, ça. Donc la troisième monnaie, c'est le troc, c'est la mobile monnaie. Et donc les gens se payent en crédit téléphone. Et quand ils ont besoin de cashback, ils vont chez Orange et ils rendent la mobile monnaie et Orange rend la petite copie. Et la quatrième monnaie locale, parce qu'ils ont tous l'iPhone, ils ont quoi? Des toutes petites coupures de Bitcoin. Mais ils ne dépensent pas. C'est la sécurité, c'est l'assurance vie. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Je vous invite aussi à écouter le podcast avec Richard Détente qui parle de ça, parce qu'il est allé en Centrafrique. Ils disent, je garde un Bitcoin, c'est mon assurance vie. C'est là qu'ils mettent leur confiance. Et la sécurité, elle est où? Elle est dans les micro-petits bitcoins qu'ils ont. Vous vous souvenez quand je vous parlais des micro-paiements? Pourquoi c'est important? Pour eux, c'est important. Parce que pour eux, c'est l'assurance pour plus tard. Oui, alors je vous ai aussi évidemment parlé du Salvador. Je vais pas encore parler du Salvador, qui évidemment a décidé depuis à peu près 1 an que la deuxième monnaie officielle du pays serait le Bitcoin. Alors, qui sait où c'est le Salvador? Moi, perso, je ne savais même pas que ça existait. Tout petit pays. Okay. Alors, depuis que le président Bukele a décidé ça, il a le monde entier qui le regarde. Pourquoi? Parce que s'il résiste à la pression des États-Unis, qui lui disent évidemment tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça, tu trahis les États-Unis, tu ne peux pas. La monnaie, c'est le dollar. La toute-puissance, c'est le dollar. Et lui, il résiste. C'est un combattant. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve avec d'autres pays qui ont très envie, qui ont très peur, mais qui ont très envie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le ricochet de ça. Qu'est-ce que vous avez au Salvador? Vous avez McDonald's, vous avez Starbucks, vous avez plein d'enseignes internationales qui, du jour au lendemain, doivent accepter que tu puisses payer ton café en Bitcoin. Ça les ennuie évidemment, parce qu'au niveau réorganisation des process internes, c'est très embêtant. Alors, dans le système, la verticale métier finance dans ces grosses boîtes, ils n'ont pas envie de bouger, quoi. Pourtant ils sont obligés. Et donc, on a des consultants, la Big Five, qui viennent leur expliquer comment réorganiser tout ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit que McDonald's, et on voit que Starbucks,
ils font des projets NFT partout dans le monde. Mais ça, c'est la face visible de l'iceberg. La face cachée de l'iceberg, qu'est-ce qui se passe? Et ça, ni le trend, ni les cours ne vont en parler. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Si vous allez chez KPMG, on a fait une interview avec le directeur innovation chez KPMG, blockchain, que je vous invite à écouter. Il parle de ça. Il dit qu'est-ce qui se passe chez Starbucks? À un moment donné, quand le système, dans la verticale chez Starbucks, a accepté, ok, on accepte le Bitcoin, on processe, on met tout en place. Et ils disent tiens, alors on commence à voir les avantages. Hein? Et on ne m'a pas dit ça. Je peux faire des transactions internationales comme ça, le 31 décembre si je veux, comme ça, ça passe. Il n'y a personne qui valide. Et en plus, j'ai presque pas de frais. Mais moi, mes frais bancaires sur l'année, avec toute cette transaction internationale, mais c'est énorme. C'est pas mal. Et donc, on se retrouve avec toutes ces grosses multinationales qui, comme une lame de fond, et nous, en tant que consommateurs, on ne le voit pas parce que le train de Séléco ne nous raconte pas ça, évidemment. Mais c'est une lame de fond. Vous voyez le tsunami, avant qu'il arrive comme ça. C'est pas pareil. Vous n'avez rien senti. Mais les oiseaux se sont envolés, les animaux ont couru, les chiens ont fui. Alors je me demandais ce qui se passait. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Les oiseaux s'envolent, les chiens s'envolent, mais nous, on écoute. Le train, c'est l'écho, et l'écho ne dit pas ça. Pourtant, toutes ces grosses multinationales, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, aujourd'hui, elles font leurs transactions internationales en Bitcoin. Vous imaginez maintenant si Zara, H&M, Starbucks, McDonald's, si toutes ces enseignes bypassent les banques, vous vous rendez compte de la stabilité des banques? Ça devient, à un moment donné, un peu plus fragile. Parce que c'est beaucoup d'argent. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Et je reviens à mon premier slide, le changement n'arrive pas en un jour, il arrive un petit peu tous les jours. Ça veut dire qu'évidemment, on ne va pas passer de ce qui se passe aujourd'hui au scénario catastrophe que je viens de vous expliquer en 24 heures. Ok? Mais on se projette dans 5 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Alors, Bitcoin c'est fini. J'ai mal au cœur parce que j'adore Bitcoin. C'est fini. Alors Bitcoin ça sert à quoi? Je veux t'envoyer de l'argent, tu veux m'envoyer de l'argent, c'est super, tout le monde est au courant, c'est transparent, c'est indélébile. Ça ne sert à rien d'autre. Ok? Vous allez dire, ça va marcher? C'est ça en partie. Parce qu'il y a Bitcoin et il y a toutes les autres blockchains. Il y a Bitcoin, la crypto-monnaie mère, maîtresse, la naissance, le point de départ, et puis il y a toutes les autres. Et il n'y a qu'elle pour envoyer et recevoir de l'argent. C'est un système bancaire alternatif digital. Point. Ne cherchez pas à comprendre le reste, vous avez tous vos arguments pour vos dîners mondains. Après arrive Vitalik Buterin, non, ça va pas aujourd'hui, qui lui, au départ, un Bitcoin maximaliste, et qui dit mais c'est génial la blockchain, mais en fait, on pourrait quand même imaginer de faire autre chose. Et donc il lance Ethereum, qui est la deuxième plus grosse blockchain. Alors, vous vous souvenez de ça? Je vous rappelle, il n'y a pas de tout comme ça. C'était vous tapiez comme ça, et il y avait des grosses lettres vertes qui se mettaient, et ils disaient A, B, et on écrivait. Il n'y avait que des lettres et des chiffres. Ok? C'était déjà super. Franchement, c'était super. Alors, le Bitcoin, c'est ça. Et puis il y a ça. Alors ça, c'est la révolution pour les entreprises. Je peux faire des tableaux, je peux faire ma compta. Alors ça a impacté plein de métiers. Les comptables, avant ils écrivaient à la main, c'est fini, ils écrivaient plus à la main, ils étaient dans le tableau Excel. Hein? Les journalistes, avant ils écrivaient à la main, c'est fini, maintenant ils étaient Word. Et donc ça, c'est la preuve que la technologie impacte les métiers. Okay? Et ça facilite tellement la vie, on devient tellement plus productif, tellement plus vite, c'est tellement excitant. Ouais. Tout le côté négatif, ça je ne vais pas vous dire, parce que moi je suis pro-technologie. Là, Ethereum, c'est ça. C'est la blockchain, c'est une couche technologique sur laquelle on développe des usages. C'est un peu Internet, couche technologique, sur lequel je vais développer des usages. Un site e-commerce, un site de voyage, un chat, un Tinder, tout ce que vous voulez. Et donc lui, il dit, Bitcoin, en fait, c'est une couche technologique, on ne peut rien faire, à part avoir de l'argent. Ben, moi, je vais créer une couche technologique, on va faire plein de trucs. C'est super. Et là, on entre dans le but. Okay? Le Web3, c'est quoi? C'est déjà un écosystème très très complet, avec un énorme changement de paradigme. Alors, on revient au Nokia. Web 1, on se connecte sur Google. Vous vous souvenez ce qu'on faisait? Adresse mail, mot de passe. Qui fait ça encore aujourd'hui? Faites ça encore aujourd'hui? Vous êtes le seul, hein? Vous n'êtes pas sur Facebook.
Alors, donc Web 1, c'est l'ère du contenu sur digital, mais vous savez, c'était l'époque où on tapait www.claudialema.com, qui fait ça, enfin vous j'espère. Okay. Donc, c'était l'époque où on allait chercher l'info, on lisait, on ne pouvait rien faire d'autre. Puis arrive le Web 2. L'économie des plateformes, les réseaux sociaux. Tout d'un coup, je peux donner mon avis. Je suis d'accord, pas d'accord, je suis pro-vaccin, je suis contre-vaccin. Tous les gens qui mettaient des faux profils, des haters, des trucs. Et là, tout d'un coup, plateforme d'expression. Mais avec un prix à payer. On se connecte comment? Google Connect, Facebook Connect, Twitter Connect. Ça veut dire quoi? Couche technologique. Vous savez comment? Adrien. Adrien veut emmener sa copine à Istanbul. Qu'est-ce qu'il fait? Sur Booking. Qu'est-ce qu'il fait? En Google Connect. Il arrive sur Booking. Il dit, mais moi, je suis très amoureux, je veux une chambre à 450 €. Truc de malade. Palace, 6 étoiles. Qu'est-ce qu'il a fait là, Google? Il a chopé sa dame. Qui il est? Est-ce qu'il est célibataire? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a du pouvoir d'achat? Il habite où? Il a quel âge? Combien il dépense? Moi, j'ai pris Adrien dans un filet, j'ai mis dans mon filet, et Adrien, aujourd'hui, va sur Booking, mais demain, il va sur un site pour les diabétiques, pour gérer son taux d'insuline, son taux d'insuline. Il est jeune pour les diabétiques. Et donc, il chope sa data. Qu'est-ce que fait Google? Toi, tu assures? Tu assures, Adrien? Je vais te vendre la data. Qu'est-ce qui va se passer? Adrien va recevoir de la pub. L'Adrien, le jour où il va pouvoir aller s'assurer chez n'importe quelle compagnie d'assurance, toutes les compagnies d'assurance vont savoir qu'il est diabétique. Il est très jeune pour être diabétique. Et que les statistiques disent que quand tu es si jeune, diabétique, à cet âge-là, il y a de grandes chances que tu vas développer un cancer et tu vas mourir tôt. Et donc je ne vais pas t'assurer. Ou alors je vais t'assurer beaucoup plus cher. Et donc ça, c'est le prix à payer pour aller dire sur les réseaux sociaux, ah, mais moi, oui, je suis pour le vaccin. Ah non, mais moi, je suis contre le vaccin. Vous avez le droit de vous exprimer, mais au prix où on va choper votre data, l'exploiter, la surexploiter, la vendre à vos dépens. Et puis on arrive au Web 3, avec une énorme défaillance de confiance, où franchement on estime qu'on nous a raconté n'importe quoi pendant le Covid. On n'a plus confiance dans les médias, on n'a plus confiance dans notre banque, on n'a plus confiance... Personne n'a plus confiance à son voisin parce qu'il a failli nous balancer pendant la crise Covid. Plus personne n'a confiance en lui. Ah oui, je suis surveillée. Plus j'avance dans la présentation, je m'en vais. Donc plus personne n'a confiance en rien. Et on n'a plus confiance dans les Google Connect, Facebook Connect, Twitter Connect, parce qu'on sait qu'ils vendent notre data. Et donc on essaie de trouver d'autres façons. Mais nous, on est déjà adultes, on a déjà des trucs systématiques en place, et donc c'est très difficile de changer. Mais les jeunes, ils vous disent, Mark Zuckerberg, c'est le bien. Alors ils sont un peu contradictoires parce qu'ils passent leur vie sur TikTok. Mais quand même, ils ont une conscience par rapport à l'exploitation de la data. Et donc sur le Web 3, c'est la technologie, en fait, c'est l'économie de la propriété. Grâce à la blockchain, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc là, on ne se connecte plus via les GAFA, on se connecte via le wallet. Qu'est-ce que c'est le wallet? Ça, c'est la bonne. Le wallet, qui est en MetaMask, ici. Très bien. Donc, c'est le portefeuille digital. Donc, dans la vraie vie, j'ai un portefeuille. Avant, j'avais de l'argent. Il n'y en a plus, tout est digital. Mais avant, qu'est-ce qu'on avait dans son portefeuille? La photo de son chien, de son petit ami, ses billets de concert. Ça non plus, on n'a plus, c'est plus de QR code. On avait quoi? Ses souvenirs, son argent. Voilà. Donc, on avait tout dans son portefeuille. Mais vous perdez votre portefeuille, vous avez tout. Donc, aujourd'hui, le portefeuille que vous aviez avant, eh bien, il est devenu digital. Et c'est dans ce portefeuille digital, alors peut-être pas vous, mais vous allez voir que quand je vais vous parler des générations, vous allez comprendre que eux, la propriété, elle est forcément digitale, et donc forcément, il faut un portefeuille pour mettre toutes ces propriétés. Okay, et MetaMask, c'est le wallet le plus utilisé. 80 millions d'actifs, mais je me rends compte que ma présentation n'est plus à jour, il doit y avoir 100 millions d'utilisateurs actifs aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on met dans son wallet? Qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien voilà, sa carte vitale, ses actes de propriété, ses licences, ses bitcoins, ses NFT, ses tickets, ses avatars évidemment,
Et donc c'est NFT. Et donc c'est l'ère du NFT. Alors je pense que j'ai pas le temps de parler du NFT. Combien de temps il me reste? Ouais, il reste à peu près 5 minutes. Donc je n'ai pas le temps. Alors, je ne vais pas vous parler de tout ça parce que les NFT c'est aussi, si je veux y aller, si je veux y aller, pas être frustré, pas vous frustrer. Il y a des marketeurs dans la salle? Ok, je reviendrai une autre fois pour parler des NFT. Parce que rien que ça, quand on est marketeur, c'est la claque. Okay, donc, alors, tout ce que je vous ai dit, vous êtes convaincus ou pas? Voilà, j'ai formé. Ok, c'est pas pour vous de toute façon. Un petit peu pour certains, comme ça. Et quel âge là? 31. Mais alors, vous êtes parents? Qui a des enfants? C'est ça? Qui a des enfants? Ok. D'accord. Bon, qui a des cousins? Des petits cousins? Des petits neveux? Ok, c'est bien. Bon, bah c'est pour eux, ok? Choc des générations. Petit. Vous êtes mon client cible. Je ne vais pas vous lâcher. Donc, alors écoutez bien parce que c'est pour eux. Eux, ils vont y aller. Eux, ils s'en foutent ce que c'est la blockchain. Ils s'en foutent ce que c'est les NFT. Ils ne veulent pas savoir ces démos techniques. Eux, ils vont y aller. Ils sont déjà peut-être dedans. Parce que souvent, quand je fais des présentations d'entreprise, il y a 50% des mamans qui me disent « Non, mais vous êtes complètement folle, mes enfants, ils ne vivent pas comme ça, je vous raconter n'importe quoi, mes enfants, j'ai mis un temps d'écran, 1 heure maximum. » Ok. Les moyennes, c'est quand même entre 4 et 5 heures par jour en France. Et puis de l'autre côté, j'ai 50% des mamans qui me disent « Oh, c'est ça qu'ils font, j'ai enfin compris. Ils ont acheté des skins, mais je ne savais pas ce que c'était des skins. Et c'est ça qu'ils font avec un carte de crédit. » Donc, les générations alpha, ils ont entre 0 et 12 ans, et les générations Z entre 12 et 27. Au-delà de 22, 23, c'est déjà trop tard. Ils sont déjà adultes. Donc, moi, mon cœur de cible, c'est vraiment, je dirais, 7, 8 à 15, comme ça. J'aime bien. D'ailleurs, quand je vais dîner, je parle aux gens. Donc ça, j'ai déjà fait. Alors, on dit que c'est la génération 5G. Ça veut dire quoi? Alors, moi aussi, je suis 5G. Mais, la génération qui, 5G, le cerveau est formaté. Donc, je veux tout de suite. J'ai pas le temps d'attendre. Alors moi sur le web, j'ai le monde qui me pousse et je fais swipe quand je suis d'accord et d'un côté, oui, non. Et tout va très très vite. Et pourquoi on va très vite? Pourquoi je dois attendre en fait? Donc eux déjà, la 5G a formaté le cerveau. Entre dans le digital ça va vite, dans la vraie vie c'est lent. Donc je préfère être dans le digital, déjà. Okay, génération super agile. Swipe. Je change. Hop, si j'ai pas marketeur, métier d'avenir, capacité de rétention. Avant, le métier d'avenir, c'est acquisition. Le problème, c'est que tu payes des gens pour aller chercher des gens sur le digital et les ramener. Il n'y a plus de Facebook, Instagram, TikTok, tout ce que tu veux. Le problème, c'est qu'avec ces jeunes-là, taux de rebond. Ils arrivent, tu payes, tu les ramènes sur ton site, pas taux de rebond. Parce que ton message n'était pas clair. Ça va pas assez vite. Capacité de rétention. Vous allez voir. Rapide, ça je l'ai déjà dit. Alerte, ils savent tout. Ils sont en avis sur tout. La guerre en Ukraine, les règles douloureuses, la maltraitance animale, ils savent tout. Pourquoi? Qualité. Et Internet égale information. L'enfer de la médaille, c'est qu'ils sont inquiets. Ils sont anxieux. Parce qu'ils ont toujours vécu avec des crises économiques, financières, géopolitiques, sanitaires, énergétiques. Maintenant, on leur dit dans 20 ans, il n'y aura plus d'eau potable. Donc, ils ont toujours vécu avec des crises. Pour eux, l'état de crise, c'est la normalité. Alors que nous, on avait à un moment donné les tueurs du Brabant, et encore, on avait l'info de la télé, et moi, ma mère me disait comme ça, quand on voyait la tête du tueur du Brabant. Donc, j'étais complètement déconnectée, et puis on arrêtait la télévision, et c'était fini, le stress était fini. On passait à autre chose, on grimpait aux arbres. Maintenant, l'information est partout, tout le temps. Sur tous les canaux. Tu prends ton téléphone, tac, l'information partout. Ok. Donc la crise fait partie de leur vie. C'est une génération super en colère. C'est la génération Greta Thunberg. Alors c'est quoi le symbole de Greta? Alors là aussi, on a tous son avis, je ne vais pas vous le demander. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe? C'est une génération qui dit « Je ne suis pas d'accord, je ne veux pas vivre dans le monde dans lequel vous voulez que je vive. Le monde que vous avez construit pour moi, je ne le veux pas.
Je veux un monde meilleur. On se retrouve avec des petites filles de 6 ans qui rentrent. Jules, 7 ans, rentre de l'école, il dit « Maman, je ne mangerai plus jamais de viande. » Hein? J'ai fait un poulet. Et le petit garçon ne mange plus jamais de viande. Et on se retrouve avec des générations. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le poulet. C'est « je ne suis pas d'accord ». Donc, il y a plein de comportements chez ces enfants qui revendiquent le non. Alors, évidemment, ils n'ont absolument pas peur de challenger les élites en place parce qu'ils n'ont plus confiance. Donc, demandez à vos enfants, alors pas en Belgique, je ne sais même pas qui est au pouvoir, mais en France, demandez aux enfants à table. Qu'est-ce que tu penses de Macron? Ils rigolent, hein? Ce pantin, ils n'ont plus confiance. Et donc, évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent à la rue, ils militent, ici en Belgique. Combien d'étudiants ont fait sont descendus dans les rues quand Greta Thunberg les a éliminés? Ils n'ont pas peur de secouer les élites. Donc, on les appelle la génération survie. Et souvent, on a des parents qui ne sont pas en conscience par rapport à ça. On a des mamans qui rentrent et qui disent « J'en ai marre de toujours ce truc digital !» Ouais. Posez-vous la question. Pourquoi? C'est des enfants qui ont vécu les attentats, les couvre-feux, le Covid, le confinement successif, la crise d'inflation. Je vous entends. Vous dites, ouais, mais moi aussi, hein. La différence, c'est que nous sommes des gens, des adultes, des êtres construits, avec une identité construite. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 12, 13, 14, 15 ans? Un adulte mange pas plus. Les autres sont la limite de notre propre système. Les autres sont la confrontation de nous-mêmes. C'est le terrain de jeu. C'est là que je construis mon identité. Je veux être comme lui, je ne veux pas être comme lui. C'est là que je forge ma propre identité. C'est là que je deviens un adulte. C'est en me confrontant aux autres. Et ces enfants, ils n'ont eu que leur téléphone pour être, je vous dis un slide, pour être confrontés au terrain où on se construit en tant qu'adulte. Et donc ce sont des jeunes qui ont perdu leur insouciance. Ils ne sont pas insouciants. Alors là, souvent j'ai des mamans qui me disent « Non mais c'est pas vraiment des enfants qui rigolent ». Ok, il faut nuancer. Je n'ai pas dit que vos enfants ne rigolaient pas. J'ai dit que, si je prends mon exemple, moi quand j'avais 15 ans, franchement, j'avais une bande de copains, je courais dans les rues, on ne fermait pas les bagnoles, je grimpais aux arbres, j'avais aucune inquiétude pour mon avenir. La planète, moi je pensais que ça s'arrêtait à mon quartier, j'avais aucune conscience. Je mangeais la viande, j'avais pas de problème. Franchement, je ne voyais pas noter de problème dans la vie. Aujourd'hui, ces ados-là, ils ont peur pour leur avenir, ils sont insécurisés. Ils ont peur, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger, ils ne savent pas assez pour nourrir la planète. Ils ont une conscience qu'on n'avait pas. Et d'autres, ils n'ont plus confiance, et ils ont toujours connu les crises au travers de leur téléphone. Et donc le téléphone, pour eux, c'est là où on fait le lien. Nous, on fait le lien dans la vraie vie. Eux, le lien, c'est à travers leur téléphone. Alors évidemment, ils ont vu la toute-puissance des GAFAM, et ça, par exemple, ils ne veulent plus. Ça, ils se disent ça, ce tiers de confiance, ce type tout-puissant qui décide de ce que je vais dire ou pas dire, c'est fini. Moi, je ne suis plus d'accord. Le banquier qui décide de ce que je vais dire ou pas, c'est fini. Donc pour eux, les tiers de confiance, c'est fini. Donc ils n'ont plus confiance dans les banques, les grandes surfaces, les GAFAM, et ils n'ont plus confiance. Ils cherchent des solutions alternatives. Donc ils vont construire une société, ils vont passer d'une société centralisée à une société décentralisée. Et rappelez-vous, le changement n'arrive pas un jour, il arrive un petit peu tous les jours. On va passer d'une société, regardez bien ce graphique, d'une société organisée, verticale, hiérarchisée, processée, centralisée, à une société organique, désorganisée, mais décentralisée. Conséquence de ça, je vais finir, conséquence de ça, ils vont vivre en communauté. Alors, on dit que c'est la génération Vinted, donc ça impacte leur façon de vivre, toutes ces crises, cette conscience fait qu'ils consomment littéralement, donc ils recyclent. Ok? Moi, j'ai pas l'impression que je faisais ça, même encore aujourd'hui. C'est la génération Yuka. C'est quoi Yuka? Je vérifie ce que tu dis. Je suis une marque. Tu me dis qu'il n'y a pas de pesticides? Je ne te crois pas. Je ne te fais pas confiance. Je vais vérifier. Yuka. Et si je ne suis pas content, je te balance sur les réseaux. Et tu vas voir, je vais descendre ta marque. Donc tu as intérêt à être transparent, marketeur. Une marque qui ne dit pas ce qu'elle fait, qui ne fait pas ce qu'elle dit, c'est une marque qui va mourir. Transparence, confiance. Yuka. Génération Kering.
car sharing, co-living, co-working, tout ce que vous voulez. Et ça impacte quoi? Quand vous achetez un disque, quand vous vouliez de la musique, vous faisiez quoi? Quand je voulais de la musique, vous faisiez quoi? j'ai acheté des disques. Donc qu'est-ce que tu fais toi? Spotify. Maintenant, Moi je vais sur Spotify, je paye 10 €. Donc, qu'est-ce que ça a fait? Ça a impacté plein d'industries. Parce que quoi? Encore une fois, il ne faut pas regarder, je suis pour ou contre. Fou. Il y a des faits, il y a des industries qui ont été bouleversées parce que le sens de la propriété a été transformé. Là, le sens de la propriété n'est plus je possède, c'est je possède maintenant, quand j'ai besoin, uniquement ce dont j'ai besoin. Et je ne prends pas ce dont je n'ai pas besoin. Je consomme en louant, je cherche. Ok? Donc ça donne quoi? Propriété foncière. Alors, ça c'est important de savoir, après j'allais arrêter. Donc évidemment, ils sont addicts aux messageries, communiquent à la vitesse de la lumière, mais conséquence, c'est aussi important pour les marketeurs. Ça crée, donc la technologie impacte le cognitif. Ce sont des générations, et alors on a des mamans qui disent « Non, mais tu n'écoutes pas ce que je dis, tu ne retiens pas ce que je dis ». Ben non, en fait, ils ne retiennent pas. Pourquoi? Parce que eux, l'information, elle passe, elle ne reste pas. Ça crée du déficit d'attention, parce qu'on a des cerveaux overstimulés non-stop. Donc pour les marques, c'est très difficile. Et ce sont des jeunes qui sont en quête d'authenticité et de l'humain, même s'ils sont sur toute la journée. Ils vivent en communauté. Et donc quand on est une marque, ça devient compliqué, parce que quand on doit parler aux skateurs, aux yogis, à ceux qui font de la permaculture, aux codeurs, et qu'on doit parler dans leur code, dans leur langage, ça devient compliqué. Et donc vous, votre fils, parfois, on stade de même famille, on a une fille qui fait de la permaculture qui est végétarienne, l'autre qui est codeur et gamer, et le troisième, je connais. Bref, vous voyez, ça devient compliqué pour les mamans. Donc ça, donc ils ont perte de confiance totale dans les médias traditionnels, succès des Hugo décrite, 24 ans, 1 million de followers. Ils sont complètement détachés du temps et de l'espace. Donc ce sont des générations qui vont pas quitter le foyer familial, hein, ils n'ont plus de sous, donc ils vont rester chez papa et maman très longtemps. Bonne chance. En revanche, ils vont travailler en Chine, au Canada, ils vont travailler dans le monde entier, dans toutes les langues du monde, sur plusieurs créneaux horaires. Et donc quand la maman va venir en disant « Il est 19h, le repas est prêt », et ils ne vont pas comprendre, parce qu'eux, ils mangent quand ils sont femmes. Ils ne mangent pas parce qu'il est 19h. Donc ça change aussi la dynamique des familles. Ils préfèrent évidemment afficher leur propriété digitale plutôt que leur propriété physique. Faites le test, demandez aux enfants « Qu'est-ce que tu fais avec ton argent en poche ?» Ils vont vous dire « J'achète des skins sur Roblox. » Pas « Je vais acheter des bonbons. » Moi, j'ai acheté des bonbons. Ils achètent des skins, des objets digitaux qu'ils mettent dans leur wallet. Je vous invite à regarder le film Ready Player One. C'est romancé, mais ça va vous préparer à ce qu'on va vivre très bientôt. Ça, c'est le métavers. Je passe, j'ai pas le temps. Je reviendrai. De toute façon, c'est pas fini. Merci beaucoup, Juliette. Qu'est-ce que tu conseillerais à un marketeur ou à une marque Donc, moi, je dirais que si vous êtes en entreprise ou pas, même à titre privé, n'achetez pas malgré tout ce que je vous ai dit, avec toute l'énergie que j'ai mis, n'achetez pas de crypto-monnaie si vous ne comprenez pas. Donc, je pense qu'en fait, la clé pour ne pas subir le changement, mais l'embrasser, c'est la compréhension. Donc, je dirais qu'en fait, pour moi, on est à l'époque du développement d'Internet dans les années 90. Donc, paniquez pas, arrêtez de lire la presse. Moi, mon conseil, c'est de vous dire, ça va vous arriver sur la tronche. Et si ce n'est pas à vous, c'est à vos enfants, à vos neveux. Donc, moi, je pense que la meilleure chose à faire, c'est comprendre. Un petit peu. Voilà. Toute la semaine, vous prenez de l'info. Vous faites votre libre arbitre.